Bon, Mélissa, nous sommes ravis de t'avoir accueilli parmi nous. Donc, autrice franco-algérienne, militante, bien sûr, militante féministe, mais pour moi, militante tout simplement. Tu as participé activement au Hirak, qui est un mouvement très populaire, qui a abouti bien sûr à la chute du président Bouteflika. Ton premier roman, on en parlait là, c'est Mon choix, disent les femmes soumises, chez les éditions Coucou, qui est édité en Algérie. Tu as aussi collaboré avec plusieurs journaux nationaux, notamment Liberté, qui est disparu depuis le Hirak, El Watan et L'Histoire d'Algérie. Honneur et crédit aux éditions Frantz Fanon. Je dois souligner que ton éditeur, qui est très important, qu'on a rencontré il n'y a pas très longtemps, qui était obligé de pointer au tribunal tous les mois en Algérie, depuis en fait les derniers événements. Honneur et crédit, le titre m'a beaucoup amusé. Un démarrage assez fort mais qui te ressemble beaucoup. Un clin d'œil assumé à Céline. Donc bien sûr l'écrivain connu pour son style novateur, mais aussi très controversé. Ce choix de titre est-il une manière de dire que l'honneur que l'on impose est une dette qu'on fait payer aux femmes? Pourquoi ce choix en fait de titre comme ça? Ben parce qu'en Algérie, l'honneur doit être redéfini. On a un honneur dont on hérite et qui est un honneur qui se fait aux dépens des femmes, qui n'est réclamé qu'aux femmes. Et c'est un honneur, en quelque sorte, qui ne concerne pas les hommes. C'est les chantiers réels de l'honneur, qui sont la réalisation de soi, ce qu'on peut apporter à son pays, ce qu'on peut apporter à sa communauté nationale, toutes les contributions qui réclament de l'honneur, le combat, la lutte, toutes ces choses-là, quel qu'en soit le niveau d'implication, est abandonné au profit de la surveillance des femmes. Et on fait des lois pour les maintenir dans un état mineur à vie. Et puis l'Algérie, par exemple, qui a formé beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes diplômées en Algérie, elles représentent pratiquement 60% des diplômés, mais sur le marché du travail, c'est une autre affaire. Elles sont à 17%. Et ces mêmes femmes, combien même elles seraient des femmes brillantes, qui peuvent apporter énormément au pays, on les regarde encore comme un sexe féminin. On ne les regarde pas encore comme un apport, comme des êtres qui peuvent contribuer à construire ce pays. Tout de suite, on les renvoie à la sphère privée et à leur sexe biologique. Donc pour moi, l'honneur doit être redéfini. C'est pour ça qu'il est encore à crédit. Voilà. On le voit beaucoup d'ailleurs tout au long du livre, en fait, ça pèse en fait sur ton héroïne, sur la mienne. Ce sentiment en fait de se ressentir comme une femme, pas une femme libérée finalement, même si elle a très envie, mais une femme un peu, on révolte par rapport à ce système-là. On révolte systématique, même pendant des moments de plaisir, ce qui est assez drôle d'ailleurs. Je reviens sur le début parce qu'en fait tu démarres quand même sur un massacre, sur le massacre, tu rappelles, de 1997, des 12 enseignantes. Et donc, Lamia est une rescapée de ce massacre. Et ça démarre donc du coup assez fort, le livre. Pourquoi ce démarrage comme ça historique, un démarrage poignant? D'abord, c'est un livre pour la mémoire. Parce qu'en Algérie, on a un problème avec la mémoire. On a hérité d'une mémoire trouée, d'une mémoire incomplète, d'une mémoire à la carte. Donc, chaque fois qu'il se passe un événement chez nous, historique, depuis l'indépendance, on a affaire à une mémoire qui n'est pas fidèle à ce qui se passe dans le pays. Donc, il y a eu la guerre d'indépendance. Beaucoup d'Algériens ne savent même pas ce qui s'est passé pendant cette guerre-là. On peine encore
à définir, à découvrir. On sait qu'on a mené une très belle révolution, enfin une guerre d'indépendance qui aboutit à l'indépendance, mais il y a des choses aussi, il y a des zones d'obscurité, il y a des personnalités qui ne sont pas respectées dans ce qu'ils ont apporté au pays et qui ont été éliminés très tôt après l'indépendance. Par exemple, bon, moi la guerre d'indépendance, je la considère comme celle de mon père, la génération d'avant. Ils sont battus, ils ont gagné cette guerre. Ok. La deuxième guerre, que je considère comme la nôtre, celle de notre génération, c'est la décennie noire, la guerre civile algérienne. La première grande guerre effroyable qui nous a touchés tout à chacun à travers tout le pays. Et là aussi, il y a des trous. C'est même pas qu'il y a des trous, on a l'impression aujourd'hui qu'on veut effacer cette mémoire. Donc, le livre est aussi un acte de mémoire pour dire non seulement qu'on a traversé une tragédie incroyable, qu'on ne peut pas mettre sous le tapis comme de la poussière, hein, c'est vraiment un fait. D'abord, depuis que j'ai écrit ce livre, je reçois pas mal de messages de gens qui me racontent ce qui leur est arrivé. Alors, ce livre fait regarder quelque chose qu'on a intériorisé sans pouvoir l'exprimer, ni consulter cette mémoire, ni la mettre sous l'examen même scientifique, historique, social, tout, ça n'a pas été fait. Et le préjudice est encore pire quand il s'agit des femmes. Parce que, à l'instar de la première guerre, qui est la guerre d'indépendance, les femmes ont beaucoup participé. Tout le monde sait que, même si au début, on les avait honorées en VRP de la guerre de révolution, comme vous voyez, Jamila Bouhed voyageait partout et tout ça, et c'était une image sublime pour la révolution. Mais en même temps, ce qu'on sait beaucoup moins, c'est qu'on a fait des lois où il y avait déjà un avant-projet en 1964 qui reléguait les femmes aux cuisines, par un second plan. Donc on a une mémoire de femmes, de jahidettes, révolutionnaires, qu'on a tout simplement effacée. Cette mémoire, on n'a pas beaucoup de rues, de places, d'établissements qui parlent de ces femmes-là. On n'a pas de biographie, on n'a pas de films, on n'a pas de pièces de théâtre qui rend hommage au combat de ces femmes-là. Donc, c'est un déni énorme. C'est comme si, quand il y a la guerre, on est présente, il faut se battre, mais quand la guerre est terminée, on redevient mineur, on redevient insignifiante dans le pays. Donc, il y a eu cette tragédie, ce manquement, et j'invite peut-être les historiens, et surtout les historiennes, à travailler sur l'héritage des femmes, de parler de leur combat, de dire ce qu'elles ont fait. Et pendant la décennie noire, d'où le livre qui commence sur cette tragédie-là, les femmes aussi ont été là. Elles se sont battues. Les femmes ont fait des sacrifices. Ces 12 femmes enseignantes, j'ai choisi sciemment un événement tragique réel, inspiré de la réalité, parce que la réalité dépasse toute fiction. Ces femmes ont été atrocement massacrées parce qu'elles osaient enseigner ou assurer l'école républicaine dans des lieux très reculés. Et ces lieux reculés, je suis d'une ville qui s'appelle Sidi Bel Abbès en Algérie. Et cette ville-là, là où ça s'est passé à Ain Addan, qui est pas loin, qui fait partie de la commune de Suizef, eh ben, c'est pas très loin de chez moi. Ça aurait pu être l'une de mes sœurs, parce que j'ai une sœur qui a enseigné à 50 km de notre ville, à Telag. Et il y avait beaucoup de terrorisme là-bas. Donc, on s'évertuait à les massacrer pour renvoyer de force ces femmes dans les cuisines. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est un non-événement. Il ne s'est rien passé. On n'honore plus la mémoire de ces femmes-là. Peut-être les deux, hein, les victimes aussi bien masculines que féminines. Mais en tant que femme, je voudrais dire que même cette guerre-là, on y était. On a donné aussi, on a sacrifié. Donc, je voulais aussi rappeler au souvenir de ces femmes-là qui peut-être, à travers le personnage de Lamia, le personnage principal, qui est enseignante, qui était l'une d'elles, qui a manqué par chance le car qui devait la ramener chez elle, parce qu'il n'y avait pas
de transport au-delà d'une certaine heure à cause des faux barrages à l'époque. Les faux barrages, c'est des islamistes qui se déguisaient en gendarmes et quand ils attrapaient les gens, ben, ils étaient, pour l'exemple, massacrés, mais de manière atroce, c'est-à-dire égorgés, découpés, tout ça. Donc, et de là part l'histoire de Lamia. Alors, tu parlais tout à l'heure de ce personnage qui a des difficultés par rapport parce que cette personne... Sa féminité, parce que tout est à conquérir. Hein. Les femmes, c'est pas gagné. Nous, on est avec beaucoup plus d'handicap que les hommes. Les hommes, c'est des hommes, ils peuvent tout faire, ils peuvent tout se permettre. Ma fiche l'aïb, on dit en algérien. Il n'y a pas de défaut chez l'homme. La femme, il y a le poids social, il y a le patriarcat, la société patriarcale. Il y a le manque d'égalité de chance dans l'héritage, puisqu'elle n'hérite pas, ou de moitié. Ça, c'est le droit coutumier dans certaines régions, et pour toutes les femmes algériennes, c'est la moitié. Donc, c'est quand même un préjudice financier aussi. Donc, elle porte... Et le corps qui ne vous appartient pas. Ça, c'est pourquoi moi, mon héroïne, elle va un peu à la découverte de son corps aussi. Il y a le corps dans ce livre. D'abord, elle se libère. C'est d'abord, parce que la liberté, c'est d'abord une histoire individuelle. Moi, je le perçois comme ça. Avant de libérer tout un pays, les gens aussi se libèrent individuellement. Il faut qu'ils se posent des questions. Est-ce que je suis libre? Qu'est-ce que je fais pour me libérer moi-même? Avant d'aller dans les grandes questions et se battre pour les grandes... Moi, comme femme, comment je récupère mon premier bien que j'habite, qui est mon corps. Donc, et cette quête de la liberté, elle prend beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il y a des questionnements, il y a la culpabilité, il y a l'héritage qui est lourd, inconscient, conscient. Il faut réussir à tout prix parce qu'on nous a donné cette liberté. On ressent beaucoup cette culpabilité. Alors, c'est une culpabilité contre laquelle l'héroïne se bat énormément. Hein. Et elle va l'anéantir. Peut-être, je ne veux pas spolier le livre pour laisser les lecteurs découvrir un petit peu son parcours et surtout jusqu'où elle va aller. Mais le livre est un parcours de liberté individuelle. C'est ce qu'on ressent effectivement dans le livre. Bon, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, ce démarrage comme ça, chaotique, ce démarrage de militantes en fait qui vont braver le temps, qui vont braver les interdictions, les faux barrages et tout ça, il y a quand même, on retrouve aussi des contradictions. C'est-à-dire, elles sont là, elles militent, elles y vont, mais elles ne sont pas d'accord toutes entre elles. C'est-à-dire, chacune a sa façon de voir les choses qui était complètement différente. C'est-à-dire, en fait, pour certaines, je viens, mais c'est parce que je dois venir pour le salaire ou pour aider, mais en même temps, pourquoi pas l'islam, les islamistes, c'est normal, la femme elle doit rester chez elle. En fait, c'est-à-dire qu'il y a une bagarre quand même, malgré ce qu'elles font, parce qu'elles le payent par leur vie, en fait, finalement. D'abord, je pense pas qu'elles militaient, en fait. Elles n'étaient pas conscientes qu'elles militaient. Elles allaient au travail. Certaines oui, d'autres... Après, le discours, les débats qui peuvent exister entre elles existent dans toute la société algérienne. Donc d'abord, il faut aller gagner sa croûte, il faut travailler. Et elles veulent travailler. Donc l'enseignement, c'est un peu la chasse gardée des femmes algériennes. Hein. Beaucoup soit elles sont médecins, soit elles sont enseignantes. Donc, et elles ont des points de vue effectivement différents. Il y en a qui veulent s'accommoder de l'islam. Parce qu'il n'y a pas une conscience encore à cette époque-là que l'islam et l'islamisme, parce que bon, après, le grand débat, c'est est-ce que l'islam, c'est... Mais enfin, l'attaque, l'assaut terroriste au nom de l'islam qui s'est passé pendant cette période-là, ben, au début, les gens, ils ne croyaient pas que c'était aussi violent. Ils pensaient qu'ils allaient se débarrasser d'une nomenclature, d'une gouvernance corrompue, dictatoriale et tout cela. Donc, beaucoup peut-être sont allés dans le sens... au départ, on revient vers plus de piété, c'est peut-être pas plus mal, on va se débarrasser des... Et il s'est avéré que finalement, non, c'est encore plus barbare, c'est sauvage, et ils en veulent beaucoup aux femmes. Les femmes étaient la cible principale, parce que quand vous soumettez les femmes, la moitié de la société, donc l'autre moitié, elle succombe très très vite après. Ils ont voulu casser déjà les femmes. Et bien sûr, elles n'étaient pas d'accord, certaines même avaient un voile, donc elles étaient voilées,
Mais quand les terroristes ont décidé de les assassiner, ils n'ont pas fait la différence. C'est toutes les femmes qui y sont passées. Voilées ou pas voilées, tu ne travailles pas. On t'a dit que c'est l'école coranique. Et travailler, enseigner l'école républicaine aux petits Algériens, c'est les soustraire à notre projet à nous, qui veut que l'école républicaine n'existe plus. Que ça devienne des madrasas, parce qu'on était sur le modèle taliban à l'époque. C'est contre cette chose énorme qui se passait en Algérie, cette volonté de changer si radicalement la société algérienne, que ces femmes étaient là, peut-être par hasard, mais qui leur payaient très cher, comme les 200 000 qui suivront plus tard. Voilà. Lamia, qui était déjà parmi ceux qui a été finalement sauvée par une extrémiste, par une envie pressante, finalement. On la voyait déjà dans ce discours-là, qu'elle n'était pas du tout d'accord avec ces femmes-là, elle était déjà dans la révolte, elle était déjà pour dénoncer certains comportements. Tu as quand même choisi pour ce personnage-là de partir, de quitter l'Algérie, au lieu de rester, de se défendre, comme si c'était, en fait, tu considérais cette fuite-là comme un acte de soumission, de révolte ou une forme de survie. En fait, l'acte barbare dont étaient victimes ces femmes-là a fait prendre conscience à Lamia, l'héroïne, qu'en final, c'est trop grave ce qui se passait. C'est qu'on en voulait à son être. Et elle a compris que petit à petit, parce qu'avant de prendre la décision de quitter le pays, elle est passée par une grosse dépression, elle a quitté son fiancé, beaucoup de choses, parce que lui aussi, il a commencé à lui demander, en fait, pour être tranquille, pour ne pas subir peut-être les copains, pourquoi ta femme n'est pas voilée, ou voile-toi parce que c'est plus sain pour toi, tu échapperas au massacre. Pour c'est une espèce, entre guillemets. Oui, c'est un chantage, en fait. C'est un chantage qui commence peut-être de manière violente avec l'assassinat et qui finit par la manière douce qui est, bon, ben voilà ce qui se passe, c'est peut-être mieux de se voiler, de se conformer, comme ça au moins tu sauves ta peau. Et c'est ça qu'a refusé Lamia. C'est dit non, j'ai envie de vivre, j'ai envie de découvrir le monde, ça a accentué, exalté le désir chez elle d'aller voir ailleurs, de se prendre en charge. En fait, c'est le début, peut-être au début, elle n'était pas complètement consciente que c'est ce qu'elle voulait, mais vraiment, elle s'émanciper de tout ça. Et c'est un acte de révolte, parce qu'elle a un regard un peu très dur sur les hommes à ce moment-là, et elle est dans une colère noire. Et elle vient en France, on arrive en la partie française, avec cette colère de qu'est-ce qu'elle voulait, vers quoi la pousser cette colère, c'est rompre complètement avec ce qu'elle a connu, ce qu'elle a vécu, avec ce qu'elle était en tant qu'Algérienne, et se transformer petit à petit, peut-être profiter de cette société qui s'offrait à elle, qui était beaucoup plus ouverte. Mais là aussi, il y a des surprises. Donc justement, elle est à Paris, elle arrive à Paris. Alors, certainement par manque de moyens, par relation, par le choix du cursus aussi, d'aller faire les langues orientales. Donc du coup, forcément, tu te retrouves dans un milieu un peu fermé, un peu d'hommes et de femmes du même pays, voire de la même, en tout cas de religions similaires, je dirais, culture aussi. Et donc du coup, on a l'impression qu'elles sont fermes aussi dans ce milieu-là, avec un regard bien sûr très critique, mais beaucoup plus un regard critique envers les femmes qu'envers les hommes, beaucoup plus. En fait, c'est pas. Elle arrive en France, évidemment, c'est le parcours classique de tous les Algériens qui arrivaient dans les années 90. Donc, on se retrouvait, il y avait quand même l'exil qui était là et les gens aimaient se retrouver. Et déjà, la société des années 90, on était tous, on l'oublie souvent, il n'y avait pas de voile en Algérie, on était quand même. On va dire en osmose avec le reste du monde. La génération des années 90, c'était une belle génération. Hein. C'était des gens qui lisaient,
des gens qui étaient réellement émancipés et tout ça, donc surtout ceux qui ont fait des études et tout. Et donc quand on venait en France, on n'était pas tellement dépaysé par rapport par rapport à ça, c'est-à-dire la civilisation entre parenthèses. Mais même dans ce milieu-là, on a commencé déjà à voir le schisme, c'est-à-dire ceux qui allaient qui étaient un peu comme les philosophes germano-pratins, c'est qui allaient vraiment vers la vie française, intellectuelle et tout ça, qui avaient une envie de vivre ça profondément. Et on avait des gens qui tiraient vers la culture d'origine. Il y avait ce schisme-là. C'est très représentatif en fait de ce qui se passait à l'époque. Et c'est peut-être les premiers signes de l'arrivée d'un certain, pas je dirais conservatisme, mais presque islamisme qui commençait à déjà gangréner un peu, mais très subtilement, le milieu immigré algérien. Alors elle arrive dans une famille lointaine, mais sa famille quand même, où la relation entre le père, la mère, la fille et tout ça, beaucoup plus archaïque finalement que ce qu'elle a vécu elle, hormis bien sûr ses agressions et ce moment de décennie noire en fait. Elle était beaucoup plus libre chez elle finalement, avec son père, avec une possibilité de penser qu'elle n'a pas retrouvée chez cette famille chez qui elle a débarqué la première fois. Et donc c'est vrai qu'on l'a remarqué. Moi j'ai immigré aussi avec un âge assez, j'allais dire assez vieille, mais en même temps assez jeune. Donc tu retrouves en fait des familles qui sont des familles immigrées qui sont beaucoup plus arriérées que ce que tu as laissé dans ton pays. Alors, je dirais pas arriéré, mais en fait il y a eu plusieurs couches d'immigration. Et l'immigration des années 50, 60, 70 même, c'était pas la même que celle des années 90. Les années 90, c'était déjà des gens lettrés, pour beaucoup diplômés, même très diplômés. Donc, ils n'ont pas le même regard. Nous, on a grandi dans une Algérie post-indépendance, qui était une très belle, un très beau pays, où on avait une certaine liberté. C'était pas la même chose que les gens qui vivaient en France. Et je décris, je la fais faire un petit virage par ces banlieues-là où les gens, la seule perspective qu'ils avaient dans le mode de vie qu'ils avaient ici en France, et ça devient un problème franco-français, moi je trouve, c'est de construire une maison en Algérie, en fait. C'était ça leur perspective. Ils voulaient revenir au soleil, ça les faisait rêver, ça les faisait supporter la vie d'ouvrier très dure qu'il y avait en France et aussi l'environnement. Parce que les banlieues, certaines banlieues très très dures, en Algérie avec le soleil, même si c'est pire, ça passe. Mais en France, c'est très dur. Ils se retrouvent entre eux et donc ils n'ont que... Mais avec l'arrivée de l'islamisme en Algérie, ce rêve-là est contraint. Ils ne peuvent plus rêver d'autre chose. Et en même temps, arrive l'idéologie islamiste qui commence parce que petit à petit, ça c'est plus tard, peut-être 5 ou 6 ans plus tard que l'histoire que je raconte, même pas, même moins de 5 ans, les islamistes commencent à investir la France, à venir ici en France parce qu'ils étaient réfugiés politiques et on les accueillait même mieux que les gens qui sont démocrates ou qui se revendiquaient peut-être d'un mode de vie ou de pensée qui était plus proche de l'Europe. C'était les islamistes qui étaient favorisés, ils commençaient déjà à aller dans les banlieues. Et je pense que ce rêve contraint, cette misère quelque part, parce qu'ils étaient à l'ombre de Paris. Paris c'est magnifique, mais en fait, qu'est-ce qu'on a quand on est un immigré avec une certaine condition? On n'a pas ce Paris-là. C'est pas ce Paris-là qu'on va rencontrer, c'est la froideur, c'est l'éloignement, voilà. Donc c'était pour faire un petit crochet par la banlieue. Il y a différentes familles. Il y a différentes familles, et là elle passe dans une autre famille qui est un mariage mixte, plutôt une famille où le mari a bien réussi, un Algérien qui a épousé une Française. Mais là, elle rencontre en fait le problème de colonialisme et avec
comment je pourrais dire ça, Oui. cette mentalité en fait qui pèse sur des gens qui n'ont même pas vécu ces moments-là. Donc en fait qui continuent à peser encore dans la relation humaine, dans la relation à l'autre, et le regard qu'ils ont vis-à-vis des Algériennes. Enfin, dans la première famille qu'elle visite en banlieue, il y a la condition des femmes aussi. Hein. Oui. Ça, elle était très importante. C'est là où je parlais d'arriérisme en fait. Ouais. En fait, leur fille, c'est des situations que moi-même j'ai observées beaucoup quand j'étais arrivée. Elle n'était plus libre, effectivement. Elle nous voit arriver d'Algérie, on se met en mini-jupe, on vit toute seule, on prend notre vie en charge et tout ça, et elles sont enfermées, on doit les envoyer au bled pour qu'elles épousent pas un Français. Donc elles subissaient toutes les étapes d'évolution qu'il y a eu en Algérie jusqu'à l'arrivée des islamistes. Enfin, c'était pas non plus, mais quand même. Mais en France, il n'y avait pas ça, hein. Donc elles sont restées très, 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 très enfermées. C'est pour ça que même la réception des choses jusqu'à aujourd'hui n'est pas la même selon qu'on a immigré il y a 3 ou 4 générations, ou celle des années 90 qui était une immigration très très différente, type d'immigration très différente. Effectivement, elle passe après dans le 6e, dans les beaux quartiers parisiens, chez quelqu'un qui est bien installé, bien intégré, avec une Française. Là aussi c'est différent, parce qu'il y a le passif colonial qui joue, et ça revient à la figure. Comment recevoir ces gens qui sont considérés presque comme inférieurs, et maintenant ils arrivent, ils sont diplômés, et ils nous disputent la place. Elles nous disputent la place, parce que là aussi c'est un jeu entre 2 femmes. La française, bien établie, bien sûre de sa position, et puis celle qui arrive, et qui n'est pas la Fatma, qui ne fait pas le ménage, c'est une femme affirmée. Ça crée aussi des tensions. C'est 2 mondes aussi qui se rencontrent, qui ne s'acceptent pas facilement non plus. Donc là aussi, on est dans la mixité, mais hantée par l'arriéré colonial. Donc plus fort que soi, on devient raciste. Plus fort que soi, on fait des petites remarques désobligeantes. Et on est marié à un arabe, donc ça part dans tout. C'est toujours... voilà. Et bien sûr, ce sentiment d'incompréhension qui est vécu par Lamia systématiquement. Donc en fait, qu'elle soit avec des gens, des immigrés, en fait, comme elle, ou des jeunes qui viennent d'arriver comme elle, ou qu'elle soit avec justement des familles qui sont bien installées, qui sont mariées, qui ont bien réussi leur vie. En fait, elle a toujours ce sentiment d'incompréhension. Est-ce que ce sentiment-là est spécifique à l'histoire franco-algérienne, qu'on ne retrouve pas forcément chez d'autres femmes ou d'autres immigrations, en fait? Totalement. On a une histoire avec la France très particulière et très intime. Nous sommes 2 peuples qui ont partagé beaucoup de choses. Il y a des douleurs, il y a des choses peut-être moins douloureuses, mais la France, c'est pas un étranger pour nous. On a tous, quand on est en Algérie, on a tous de la famille en France. La France, c'est le pays, c'est pas... D'ailleurs, elle le dit à un moment donné, elle dit à un Algérien qui arrive en France, il va chez le boucher, il va dire « Ah oui, c'était quelqu'un qui a vécu en Algérie ». Donc en fait, elle rencontre des pieds noirs, donc elle est systématiquement, elle ou d'autres, en fait, en lien avec des gens qui ont une histoire avec C'est une réalité. Hein. Nous avons une histoire en tant qu'Algériens très proche des Français. C'est dommage que ce ne soit pas cette partie-là qui soit mise en valeur. Parce que moi, je vois, même chez beaucoup de pieds noirs et tout ça, il y a l'envie de revenir, de revoir leur pays. On était, en quelque sorte, mais au début, en fait, dans les années 90-2000, c'était pas pareil. On était même très bien accueillis, figurez-vous, en tant qu'Algériens. Surtout les traits, surtout peut-être pour les femmes. C'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Parce que nous, on venait, comme je te disais tout à l'heure, façonnés en fait. On parle français, on a déjà lu des classiques français, on connaît le cinéma français, on connaît beaucoup de choses. C'est pas l'étranger vraiment pour nous, la France, malgré que personnellement, je suis fille d'un résistant qui a été dans les geôles françaises, qui a résisté. Mais cette histoire, c'était son histoire. On savait encore faire la différence jusqu'à un moment.
jusqu'à pas très longtemps, avant que l'histoire ne devienne un prétexte de tiraillement entre les deux peuples, il y avait on savait distinguer les choses. Mon père, c'est lui-même qui m'a poussé à partir. La France, voilà, c'est l'autre pays, on peut y aller, il n'y a pas pensé à la Belgique, ni à l'Espagne, ni rien, c'est la France. Donc on a cette histoire de proximité avec la France, et donc quand vous parlez aux gens, les Français, ah oui, moi, mon grand-père, ah, mon frère, il a fait l'armée en France, en Algérie, ah, j'ai vécu là-bas, ah, je connais des mots en arabe. On fait revivre un petit peu ce patrimoine relationnel très sympathique au demeurant, parce que là, quand on voit les prises de position politiques qui déforment tout, ou qui essayent de récupérer ou de se construire sur des douleurs, en fait, parce que quitter l'Algérie pour certains était une vraie douleur. Ils n'étaient pas censés tous partir. Et parfois les gens sont des accidents de l'histoire. Donc ça aussi, c'était important d'humaniser ce rapport, d'en parler, pour ne pas être enfermé simplement dans les tiraillements politico-politiciens qui détruisent toute relation ou lien humain. C'était important de le dire, enfin pour moi. Mais parfois c'était envahissant, parce qu'à un moment donné... C'est ça, c'est qu'en fait on voit que malgré, donc 100 ans après finalement du colonialisme, on voit que c'est encore à vif en fait. C'est d'un côté comme de l'autre. En fait, moi je pense que on n'en parlait pas dans les années 90. C'était pas les mêmes enjeux qu'aujourd'hui. C'était pas aussi présent. Aujourd'hui, c'est différent. On a beaucoup d'extrémisme de part et d'autre. Et du coup, la relation franco-algérienne humaine, je souligne, humaine, elle fait les frais de cet extrémisme qui empêche qu'on construise des choses ensemble. Enfin, pour sortir du livre, là, le livre ne parle pas que de ça, il parle juste que quand on arrivait en Algérie, en France, on rencontrait des gens qui étaient aussi nostalgiques pas de la colonisation forcément, mais d'un pays, d'un soleil, d'une terre. Bien que, il faut le souligner, la France, l'Algérie des Français n'est pas celle de ma mère ou de mon grand-père ou celle de mon père. C'était une Algérie avec beaucoup d'injustice. Le colonialisme n'est pas sympathique. Le colonialisme est une sale chose. C'est pas sympathique. Pour nous. Donc les souvenirs quand vous croisez un pied noir, c'est la Nisette, c'est la plage, c'est beaucoup de choses parce que des choses très dures se passaient aussi en dehors des villes. Et pour nous, les Algériens, c'était la misère. On n'allait pas à l'école, les gens marchaient pieds nus, l'indigence, la maltraitance. Donc, oui, c'est pas la même Algérie du tout. Hein. Mais on arrivait malgré tout à tisser un lien, parce qu'on était après nous, les Algériens, ici en France, et ça offrait aussi des chances pour beaucoup d'Algériens d'améliorer leur vie, pas que les choses négatives, hein. Beaucoup de gens qui se sont construits. Moi-même, je ne sais pas si je serais la femme que je suis aujourd'hui si je n'étais pas passée par ce pays. Donc il faut aussi ne pas perdre de vue toutes ces choses humainement sympathiques. Donc dans ton texte, il semble également aborder la solitude identitaire. Donc il y avait cette solitude dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire faire ce combat par rapport à soi, par rapport à son intimité, par rapport à un long travail sur soi qu'il faut mettre en place. Donc même quand elle rencontre quelqu'un et qu'elle est bien finalement, qu'elle pourrait être bien. Et en fait, elle se pose plein de questions sur est-ce qu'il faut que je m'épile, est-ce qu'il ne faut pas que je m'épile, est-ce que je... Ça, c'est des petites choses de féministes. C'est des petites choses de féministes. Donc en fait, ce qui ressortent en fait, et qui en même temps, et si je le fais, est-ce que je ne suis pas finalement, est-ce que je ne me mets pas dans une situation pour plaire, mais pas pour plaire, pour être soumise en fait à cette personne-là. Enfin, c'est assez drôle d'ailleurs, des éléments, des choses qu'on ne se pose pas. Enfin, en tout cas, moi, en tant qu'immigrée marocaine, je ne me posais pas du tout ces questions-là. Pour moi, c'était Paris, j'étais à Paris, il fallait sortir, il fallait vivre, il fallait... Tu vois, et je n'allais pas chercher on voit chez elle, en fait, ce côté où il faut aller les chercher pour apporter cette contradiction, dans sa tête d'ailleurs, parce que beaucoup de débats se passent dans sa tête et elle ne dévoile pas. En tout cas, pas au début, ça se dévoile à la fin. Mais au début, elle ne dévoile pas, en fait,
ces contradictions, elle ne les dit pas systématiquement, elle les garde pour elle. C'est un débat interne. Enfin, c'est surtout un cheminement. Le livre est un dialogue d'une femme avec elle-même, parce qu'elle se cherche. C'est ça. Elle cherche sa C'est place. une conversation vraiment avec elle-même. Voilà. C'est une femme qui essaie de se libérer. C'est un parcours et sûrement pas un lent fleuve tranquille. Parce qu'il faut s'émanciper de tout ce qu'on nous a ancré. Même s'épiler, oui, c'est vrai. On se demande pourquoi on doit faire tous ces sacrifices, pourquoi l'homme peut rester avec ses poils et chez la femme ça devient, ouh là là, quelque chose de... Voilà. Pour elle perçoit cela parfois comme une forme de soumission, de torture qu'elle s'inflige, parce que c'est quand même pas des séances de toute gaieté. Mais voilà, mais ça c'est des parcours intimes pour dire aussi, pour s'émanciper, pour on se questionne, on est là, ce qu'on fait c'est bien. Comment être libre en fait? C'est ça, qu'est-ce que c'est que d'être libre en fait? Comment être libre? C'est la question. Pourquoi elle dialogue tout le temps dans sa tête, elle se parle tout le temps, elle se pose des questions, parce que bon, c'est pas évident. Mais c'est cette quête-là de la liberté et la récupération de son corps, ce corps quand même qu'elle a vu se faire massacrer à travers ses copines, découper, fouler du pied, c'est compliqué. Ouais. Après, de s'aimer comme femme, de s'apprécier, de soigner son corps, de le considérer, de se le réapproprier, tout ça c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'elle discute aussi avec ses poils. Est-ce que je dois m'infliger cette torture pour un homme encore une fois? Oui, c'est un questionnement qui rentre dans cette quête intime de la liberté et de la récupération. Parce qu'elle est encore, parfois, au début, enfin jusqu'à certains points, en train de récupérer des bouts de son corps, elle est en train de se tirer. Voilà, c'est mon corps, est-ce que je donne ça, est-ce que je donne pas ça, jusqu'à ce qu'on arrive à l'instant fatal, qui est la virginité, qui est le point central. L'honneur personnifié, c'est l'hymen, en fait, c'est cette membrane. Et jusqu'à quel point il faut la sauvegarder ou pas, et c'est là la porte de la liberté, peut-être. C'est à ce moment-là qu'on devient libre. Tu la considères, en tout cas tu as apporté ce personnage-là comme une représentante d'une génération un peu sacrifiée, un peu tiraillée entre deux cultures et rejetée en même temps par les deux. Ah non, elle n'est pas rejetée, au contraire. Dans son cursus en fait. C'est une femme qui n'a pas envie de se ranger. En fait, j'ai beaucoup centré sur le personnage de la femme, de cette femme, parce que c'est une personne qui n'a pas envie de se soumettre, en fait. Au contraire, elle est dans la liberté. Elle veut casser les codes qu'elle a reçus et les codes qu'elle croise encore. Parce que même en Europe, c'est pas non plus... il faut aussi se libérer dans son rapport avec son homme et tout ça. Enfin, l'homme avec lequel elle va vivre une histoire amoureuse. Là aussi, elle remarque des choses qui ne sont pas du ressort de la liberté. C'est peut-être mieux que de chez nous, mais il y a aussi des choses qui ne vont pas. Donc, c'est de tout ça qu'il faut s'émanciper, en fait. Et je ne dirais pas ce qu'elle va choisir, si elle va choisir d'aimer ou j'en parle pas ça. Non plus. Faut laisser au lecteur de le découvrir. Je parle pas non plus. Si elle va aller jusqu'au bout ou pas. Donc, c'est ma dernière question. Donc ton roman, donc Honneur à crédit, il aborde des thèmes qui sont quand même assez puissants, souvent des tabous. Et l'ami a rencontré parfois des résistances en abordant ces sujets, forcément. Donc que ce soit avec ses collègues, ses amis, et notamment face à une certaine vision en France où on se rend compte que paradoxalement, certaines femmes voilées, donc ça c'est l'arrivée en fait des femmes voilées ou soumises, semblent susciter plus d'écoute finalement, de reconnaissance que celles qui la franchissent. En fait, on se rend compte que finalement les gens les voient comme des victimes, les soutiennent
beaucoup plus que les femmes que les autres, en fait, qui ont immigré, parce qu'elles ont subi, justement, toute cette maltraitance, des assassinats, et elles se rendent compte qu'en fait, les gens, ils les voient quand même avec une vision complètement différente de la sienne. Alors, vu le moment de temps où est traité le roman, il n'y a pas encore le problème de voilement. Ça commence. Mais ça commençait un petit peu à arriver. Mais bien sûr, parce qu'on arrive dans une société qui a encore, la France n'a pas non plus fait son examen de mémoire. Donc on voit encore dans les femmes, on veut retrouver la petite Fatma, on veut retrouver des femmes qui sont dociles, obéissantes. Et l'arrivée des femmes qui sont autrement perturbe aussi la société française. Et même maintenant, on le voit un peu dans le combat de gauche parfois, qui défendent ces femmes-là au détriment des femmes qui, elles, veulent se libérer. Qui a vraiment un problème de perception, de compréhension de ce qu'est la religion. Parce qu'en France, on touche à un domaine où les gens même n'ont pas compris ce qui se passe. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'islamisme? L'islamisme est confondu avec une culture, des traditions, et on défend ça comme une culture à laquelle on serait assigné à vie. Hein. On doit vivre voilé, sortir comme ça, faire comme pour plaire à certains. Donc le voilement empêche les femmes parfois de se fondre dans la société, de devenir des femmes comme les autres. On les tag, elles sont spécifiées avec le voilement. On leur fait porter une tenue, un uniforme. Et presque parfois, je me demande si ça ne rassure pas certains, même en France. La femme libre, la femme qui nous ressemble, la femme qui est comme nous, et ça perturbe aussi les codes dont on a hérité, et dont certains tirent une certaine... pas je dirais, c'est relié peut-être à un passé impérial où la France était très puissante, très forte, tout ça. Donc c'est bien que ça reste là où c'est. C'est des faux amis en fait. Ils vous défendent en pensant qu'ils vous rendent service. Mais nous on vient aujourd'hui et on leur dit l'islamisme, comme je raconte l'histoire au début, voilà ce que c'est. Hein. L'islamisme c'est pas l'ami des femmes. Le voilement n'est pas l'ami des femmes. Et l'islamisme c'est des histoires qui se terminent très très mal. C'est de la barbarie. On l'a vécu. On en a fait les frais. Les Iraniennes, on voit ce qui se passe en Iran. Comment elles sont tuées pour une mèche de cheveux. Je ne parle même pas des Afghanes. Je ne parle même pas du Sahel, où les femmes, elles sont vraiment déconsidérées complètement. Donc, ce n'est pas un sujet à aborder parce que je vais plaire ou pour des considérations électorales, c'est rentable, tout ça. C'est un vrai problème, c'est un fascisme, il faut le dire et l'affirmer. Ce n'est pas bon pour les femmes, ça les exclut. Au début, elles sont contentes parce qu'on leur fait croire que porter un voile, c'est être comme un diamant dans un écran. On n'est pas un diamant dans un écran, on n'est pas une pierre, on est un être humain. Donc, on doit pouvoir respirer, on doit pouvoir s'habiller comme on veut, et la religion, elle doit rester un domaine privé. C'est entre moi et le bon Dieu, c'est là de la spiritualité. Elle n'a rien à faire dans la rue, elle n'a rien à faire pour s'imposer comme un référent. Parce que ça revient presque, j'ai pas envie d'être excessif parce que, voilà, on va rester... mais c'est pour aussi alarmer, réveiller les gens. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas ce que vous croyez. L'islamisme, c'est une brutalité, c'est un archaïsme, c'est une arriération et c'est un danger pour les femmes même mortelles. Ça, j'ai envie de le dire aussi, hein, pour qu'on n'oublie pas. Et pour que les femmes chez nous n'oublient pas. Oui. Parce qu'aujourd'hui, traité de la décennie noire, poser la question aux jeunes, ils ne savent plus rien ce qui s'est passé, un truc qui s'est passé comme ça, oh là là, il y a eu un petit chahut. Non, il n'y a pas eu de chahut, hein. Il y a eu un massacre, des massacres, des gens qui on était censés être des gens de la même communauté, hein. On est censé ne pas avoir ni de juifs ni de chrétiens pour faire comme fait Monsieur Charles en Syrie avec les Alaouites. Là, on était entre nous. Mais il trouve une raison. Il y a toujours quelque chose qui
qui donnent le prétexte pour s'abattre et pour faire abattre la barbarie sur les gens. Ça, nous, en Algérie, on ne doit pas l'oublier. L'Algérie, c'est pas loin de la France. Hein. Quand je disais que c'est à côté et qu'on a une histoire intime, ce qui se passe en France, en Algérie, bah, ça arrive. Hein. Toutes ces choses-là, elles finissent par arriver. C'est arrivé. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse attention. C'est un livre aussi pour dire, voilà, la fin, vous le lirez. Oh non, on va pas dire ce ce qui s'est passé. Mais franchement, il faut prendre ça très, très au sérieux. C'est pas un artifice politique ou même ces tiraillements qu'on vit aujourd'hui ne sont pas responsables. C'est irrespectueux envers tout le monde musulman, tout le monde, toutes les femmes du monde arabo-musulman, toutes les femmes qui souffrent, qui ne peuvent même pas sortir de chez elles. Et on vous dit il faut avoir le droit de se balader. Oui, ok. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ça, on ne le cherche pas, on ne cherche plus. Là, on est dans un communautarisme, dans de la flatterie, dans les dividendes électoraux. Et pour moi, il faut revenir au basique, à l'histoire, à ce qui s'est passé. Il faut regarder les choses en face. Et que la barbarie qui est à côté, elle finit chez vous. Hein. Et écrire les mémoires. Bah, écrire pour faire vivre. Merci beaucoup. Voilà. Merci Niassa. Merci à vous. On va laisser